Bonjour Sylvain, comment vas-tu? Bonjour Abdeljalil, ça va bien et toi? Merci beaucoup Sylvain. Nous sommes avec toi aujourd'hui exceptionnellement depuis le Liban, puis sur place pour couvrir la situation. La situation, je pense, est grave. La situation est grave devant l'hostilité, devant les sonnettes de guerre, l'agressivité d'Israël, aussi la division interne qui règne au Liban, ce sujet de tentative de désarmement de Hezbollah. Quelle est la situation au Liban? Oui, tout à fait. La situation est assez tendue, hein, on le voit, puisque depuis que je suis là, ça fait une semaine à peu près, on a pu constater des bombardements quotidiens au Liban, pas seulement au sud à la frontière, mais jusqu'au Hermel, qui est une région dans le nord du pays. Et puis, on est aussi frappé de retrouver des drones militaires israéliens au-dessus de Beyrouth presque tous les jours, pas tous les jours, mais presque. Donc, il y en avait avant-hier, notamment. Donc, ça, c'est à la fois un mécanisme de surveillance d'Israël sur le Liban, mais c'est aussi un moyen de faire une pression psychologique sur la population. Voilà. Donc, on est un peu à un moment de flottement, de basculement peut-être, où il va y avoir une recrudescence des opérations israéliennes contre les positions du Hezbollah et contre la population de manière générale, puisque on l'a vu depuis la guerre il y a un an, les populations sont aussi ciblées et pas seulement les infrastructures du Hezbollah. Ouais. Est-ce que tu veux que je continue à développer ou... Oui, bien sûr. Et comment vous voyez la situation générale? Est-ce que tu crois à la possibilité, l'éventualité de la reprise de confrontation entre Hezbollah et les autres fractions aussi de résistance, hein, Jabhat Sha'biya, et Israël? Ouais, alors en ce qui concerne les conflits internes au Liban, j'ai du mal à imaginer des factions libanaises opposées au Hezbollah prendre les armes et lancer une insurrection contre le Hezbollah à l'heure actuelle. Je dis bien à l'heure actuelle parce que on ne sait pas comment les choses vont évoluer avec les bouleversements quand même qu'on voit au Moyen-Orient, mais pas avant, à mon avis, quelques années. Et en ce qui concerne les confrontations entre Hezbollah et l'armée israélienne, c'est tout à fait possible que ça reprenne. Ce qu'on voit quand même sur le terrain, c'est que le Hezbollah fait tout en fait pour donner le moins d'excuses possible aux Israéliens pour les affronter, les cibler. En revanche, ils préparent tout de même la suite, au sens où ils ont effectivement renforcé quelques positions, acheminé quelques armes, au cas où les conflits reprennent. Mais dans la situation actuelle, ce ne serait pas à leur avantage que les combats reprennent, puisque on l'a vu lors de la dernière guerre, ils ont pu tenir le terrain, mais ils ne sont pas en mesure de faire des opérations au-delà, en fait. Voilà. Oui. Et la politique de Hezbollah, c'est d'encaisser les frappes avant d'initier une réaction de grandeur ou quelque chose, ou cette politique d'encaissement, de passivité confirme l'affaiblissement et que Netanyahu avait raison lorsqu'il a confirmé qu'on a fini avec Hezbollah. Il a dit ça. Je dirais ni l'un ni l'autre. En fait, on n'a pas fini avec le Hezbollah du tout, puisqu'il est encore là. Il a toujours ses capacités, ses infrastructures souterraines notamment, et pas mal de réserves d'armement. En revanche, le discours qu'on peut entendre parfois sur la capacité de résilience du Hezbollah, à mon avis, elle est un peu exagérée, au sens où il y a quand même une grande partie de son commandement qui a été décimée lors de la guerre l'an dernier. Des opérations spéciales, notamment celle des Pagers, qui a surpris et complètement
désorganiser en fait les rangs du Hezbollah à des échelons inférieurs aussi. Et puis, sur le terrain, on a vu des pertes énormes de combattants, même si ce sont des pertes qui sont renouvelables avec des nouveaux soldats. Mais à chaque fois qu'on doit renouveler en masse des combattants, on perd en expérience. Ce qui faisait la qualité du Hezbollah, c'était son expérience des combats. Et plus le temps passe, plus on va avoir, et c'est pareil pour le Hamas d'ailleurs, plus on va avoir des combattants moins organisés. Bon, de toute façon, ça, on ne peut pas savoir tant qu'il n'y a pas une nouvelle confrontation. Mais ce qu'on voit, c'est aussi la stratégie israélienne, c'est limiter au maximum les infiltrations au Liban et laisser en fait les drones et la technologie faire le travail. Ça limite les pertes, ça coûte moins cher, même si ça coûte cher, très cher, de toute façon, la guerre. Et ça a permis en fait à Israël, il y a eu une cinquantaine de soldats tués pendant la guerre. C'est dérisoire quand on y pense. Mais c'est parce qu'on est dans un combat, un conflit asymétrique, complètement asymétrique entre le Hezbollah et Tsahal, l'armée israélienne. Beaucoup de questions concernant la fiabilité et la légitimité des troupes de FNIL. Même les troupes de FNIL ont été le cible d'Israël. Mais le FNIL, aujourd'hui, il n'arrive pas, comme ça a été la situation depuis 20 ans, à imposer les lignes de respect entre Israël et le Liban, entre Israël aussi et Hezbollah. Et il n'arrive pas à le finir même à assurer la protection de ces groupes, de ces éléments et tout, face à l'agressivité d'Israël et tout. Comment tu as vu la situation des troupes FNUL sur terrain? Bah, la FNUL, elle a un rôle de faire tampon en fait entre les deux à la frontière, mais on voit qu'elle remplit pas son rôle au sens où elle a jamais su empêcher Israël de commettre les crimes qu'elle a pu commettre dans toute la zone au sud du Liban, et aussi elle n'a pas su en fait s'interposer et servir de force qui puisse en fait prévenir un conflit entre le Hezbollah et Israël. Voilà. Et puis, un des arguments que les Israéliens donnent aussi, c'est lorsqu'ils arrivent dans les zones où la FNUL est stationnée, c'est de montrer, et quand ils trouvent les infrastructures de Hezbollah, de dire, regardez, la FNUL ne fait pas son travail. Les tunnels sont là, les armes sont là. Donc voilà. Donc ça, c'est les arguments de chacun. Ensuite, concrètement, que fait la FNUL? La FNUL fait des patrouilles, la FNUL fait des rapports, constate des manquements aux engagements des belligérants, et ça s'en tient à ça. Elle ne fait rien de plus. Et à partir de là, on est tout à fait en mesure de se demander quel est le rôle de cette force qui s'est jamais vraiment interposée. Elle est juste présente là. Ça fait un acteur supplémentaire avec lequel les combattants, les belligérants sont obligés de traiter, mais qui n'a aucune incidence en fait sur le rapport de force, quoi, bien sûr. Et concernant la position de la population libanaise, Israël, l'Occident n'a pas arrêté de propager l'idée qu'il y a une division au niveau de la rue libanaise concernant la légitimité de Hezbollah. Comment tu as pu percevoir la légitimité populaire de Hezbollah? Elle est assez forte, affaiblie, source de division? Les sources de division, bien sûr, à travers toutes les communautés libanaises. Bon, si on veut regarder ça d'un point de vue confessionnel, on verra que les communautés non chiites sont globalement opposées en fait à la mainmise et en fait à la mission que s'est auto-octroyée le Hezbollah d'agir militairement à la place de l'État. Donc ça, c'est une chose. Au sein même de la communauté chiite, on va trouver un soutien fort
mais un soutien qui n'est pas, comment dire, unanime. homogène. Exactement, unanime. Merci, le mot que je cherchais. Et il n'y a pas un soutien unanime. Moi, je le vois, je côtoie beaucoup de gens de toutes les communautés, et même au sein de la communauté chiite. Il y a à la fois le sentiment d'avoir été abandonné par l'axe Iran, Damas, Hezbollah, donc surtout par Téhéran, d'avoir été abandonné au moment en fait où ils avaient le plus besoin d'aide. Et en plus de cela, il y a des critiques de la manière dont la guerre a été menée, l'avoir sous-estimé en fait la menace, la force de frappe, la qualité du renseignement israélien et l'audace aussi qu'a représenté l'opération des pagers, qui a complètement en fait désorganisé juste avant la guerre la capacité de réaction, d'anticipation, d'organisation du Hezbollah. Voilà. Donc, ce qui s'est passé il y a un an, je vais juste terminer là-dessus, c'est au moment des pagers, le Hezbollah a décidé de rompre complètement la liaison directe entre le commandement et les groupes, les cellules de défense à la frontière. Donc, les cellules de défense, elles ont combattu pendant plusieurs semaines sans avoir de liaison directe. Donc, en ayant, j'imagine, avec des moyens plus rustiques, on va dire, des moyens de communiquer, mais la liaison directe a été coupée. Voilà. Donc, ça a permis d'éviter l'infiltration, la localisation et tout, mais ça a aussi un peu limité la capacité de la réactivité des combattants pendant les combats. Voilà. Oui. Merci infiniment, Sylvain. Malgré les coupures d'électricité, hein, c'est quotidien libanais, perturbation d'Internet, c'est la souffrance, c'est la souffrance. Notre guerre menée contre le Liban et la population libanaise, économique et sociale. J'aimerais bien clôturer notre rencontre exceptionnelle avec toi, Sylvain, concernant la situation sur les frontières entre le Liban et la Syrie. Beaucoup des informations évoquent que Damas est en train de mobiliser des troupes pour une éventualité de confrontation avec Hezbollah. Des sources évoquent que le régime d'Ahmed Shara est en train de faciliter le passage, d'assurer un passage sécurisé pour les combattants de l'État islamique, les terroristes de l'État islamique vers le Liban, une sorte d'exportation de ces crises vers le Liban. Liban et l'État de choc. Allez vers le Liban pour confronter le grand Satan Hezbollah. Ouais, bon, je ne sais pas d'où viennent ces sources, mais me paraissent un peu erronées, on va dire, au sens où on ne constate pas du tout ça. S'il y avait vraiment un scénario comme celui-ci qui se dessinait au Liban, on ne parlerait que de ça. Donc ici, il n'y a pas du tout cette appréhension-là. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas le cas un jour. Donc on sait bien que idéologiquement, Ahmed Shara et en fait toute la nébuleuse des mouvements djihadistes qui composaient en fait la poche d'Idlib et au-delà sont très opposés à l'axe iranien, ce qui composait en fait ce qu'on appelait l'axe chiite, même si j'aime pas l'appeler comme ça parce que c'était beaucoup plus compliqué que ça, et que donc à un moment, et de toute façon tout ça se fera si ça se fait avec une coordination avec les États-Unis qui voudront nettoyer entre guillemets le Liban de la présence du Hezbollah, mais ça c'est complètement impossible à l'heure actuelle. Ahmed Shara a besoin de renforcer son pays, ses infrastructures, ses institutions, de terminer de faire tomber les sanctions. Donc il est à Damas, à Washington, en partie pour ça, aujourd'hui. Mais l'éventualité d'une guerre avec le Hezbollah, qui risquerait d'ailleurs d'amener beaucoup d'instabilité en Syrie, c'est pas à l'ordre du jour à l'actuel.
Non, non, il a d'autres priorités. Il veut continuer de consolider son emprise sur la Syrie, régler la question kurde, la question druze et d'une certaine manière aussi la question alawite, en s'assurant qu'il n'y aura pas d'autonomie dans la structure du politique du pays de demain, quoi. Voilà. Merci infiniment, cher ami Sylvain. Avec grand plaisir. Te rencontrer prochainement. Merci Ouais. et à bientôt. Merci. On refait ça quand tu veux. À bientôt. Merci. Au revoir.